Je suis donc né juste au départ de la guerre. Donc on a vécu la guerre dans ce village-là. Puis la misère aidant, il s'est avéré que ma mère, quittant mon père, a dû placer ses enfants à droite à gauche dans la famille, chez les amis, tout ça. Et il restait moi, il savait pas savait pas trop quoi faire de moi, donc j'étais un peu turbulent. Elle a essayé chez une tante, ça n'a pas trop fonctionné avec les cousines. Donc finalement, c'est la Croix-Rouge qui s'est occupée de mon cas et qui, comme pour beaucoup d'enfants à la fin de la guerre, dans ces familles déshéritées, pauvres, les enfants ont été placés dans les fermes. Les fermiers étaient à court de bras, à court de main-d'œuvre. Donc très content de récupérer des enfants pour aider un peu partout au champ, à garder les vaches. Je courais jusqu'à la maison. Ma mère disait « la cabane ». C'est vrai que ma maison était une cabane. J'y suis retournée des années plus tard et j'ai compris alors pourquoi ma mère l'appelait ainsi. Ma cabane comprenait une petite pièce de couleur claire qui donnait sur la rue de Verdun et servait de salon de coiffure. Les 3 autres pièces minuscules étaient les chambres. Très vite, il fut question de m'envoyer ailleurs. J'étais trop turbulent. Et puis, il était bien convenu que ce n'était qu'un dépannage. J'avais vaguement saisi que j'allais partir à la campagne. Voilà, j'étais aux Apres, un village de 150 habitants. La source était une maison agréable, située dans la ruelle qui longeait l'église de Saint-Martin. Par contre, dans cette petite pièce de à peine 10 mètres carrés, on arrivait à manger à 14 autour de la table. Il y avait une cuisinière ici, une cuisinière à bois. C'était Zouzou le matin qui, à la première heure, se levait le premier pour venir allumer le feu et faire bouillir le lait pour les enfants, chauffer un peu d'eau, parce qu'avant de partir à l'école, on faisait la toilette à tous les enfants. Au fond du jardin, il y avait un lavoir assez joli, avec son toit de bois couvert de mousse et son eau tellement claire que je pouvais y regarder évoluer les têtards.
Cette fois, c'était le grand jour. Ma mère est arrivée, toujours pressée, comme d'habitude. J'étais grand, j'avais mon certificat. Plus rien n'allait m'arrêter. Enfin, la belle et grande vie s'ouvrait devant moi, avec plein d'amour, d'argent, de confort. Bon, donc certificat d'études aux Apres, enfin pas aux Apres, à Moulins-la-Marche exactement. Euh, et puis à 14 ans, donc il fallait donc que j'apprenne un métier. D'ailleurs, je ne savais même pas que je pouvais choisir quel métier j'allais faire. Je suis rentré, ma mère est venue me chercher, je suis rentré à Paris, dans le 14e arrondissement, pensant que j'allais trouver la vie rêvée, le luxe, le confort et l'argent et le bien-être. En réalité, je suis arrivé chez une mère qui était concierge dans une petite loge bien ridicule. C'était vraiment... bon, je dormais dans un lit cage que je refermais le soir, enfin je refermais le matin et que j'ouvrais le soir. C'était une horreur, avec un beau-père que je ne connaissais pas, un bonhomme très gentil finalement, mais dans un premier temps qui me rebutait. Donc très vite, elle m'a de toute façon mis en pension pour 3 ans, où j'ai appris un métier. Donc j'ai appris le métier de chaudronnier, taulier, chaudronnier, traceur, où j'ai passé mon CAP facilement. Et puis 3 ans d'usine, comme chaudronnier, traceur. Puis ensuite 3 ans d'armée, l'Algérie, l'Allemagne, puis l'Algérie, le casse-pipe de l'Algérie, l'horreur. Parce que j'ai eu la chance que l'une de mes sœurs était mariée à un photographe qui m'a proposé de venir travailler avec lui en sortant de l'armée, en sortant de l'Algérie. Donc à 22 ans, je suis rentré dans cette profession de photographe, où j'ai appris le travail de laboratoire, tout ce qui concernait le laboratoire. Puis, au bout de quelques années, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et j'ai commencé à ouvrir mon premier magasin, puis un second, puis un troisième, puis un laboratoire, puis ensuite un studio de prise de vue. Cette profession de photographe m'a amené jusqu'à 55 ans. À 55 ans, j'ai abordé mon deuxième divorce. Puis j'ai rencontré ma compagne actuelle. Et avec elle, j'ai commencé à faire à peindre un peu, faire un peu de sculpture. Enfin, j'avais commencé de la sculpture bien avant, dès la petite enfance. J'ai commencé à toucher à la glaise et tout ça. Et tout au long de ma vie, j'ai toujours fait un petit peu de bricole, en bois et en glaise. Mais une fois divorcé à 55 ans, là, une fois divorcé, un peu plus stable, dans une vie un peu plus sereine, j'ai pu aborder vraiment la peinture et l'aquarelle et le dessin et la sculpture. Donc j'ai créé ma propre association en 2006 pour m'occuper réellement des artistes professionnels et à mon rythme et à ma façon et à ma façon de les présenter au public. Et puis petit à petit, c'est devenu une importante biennale d'art contemporain, puisque la dernière exposition 2013, nous avions Gustave Courbet comme artiste de référence et une audience pour le moins régionale. Pour le moins régionale. J'avais envie, j'avais dans les tripes cette enfance qui me torturait, qui me faisait souffrir jusqu'à maintenant. Hein. Et j'avais envie d'en parler, mais comment le dire, comment le traduire à ma compagne, je ne savais pas trop comment le faire. J'ai donc décidé de l'écrire. Et j'ai commencé à écrire ça, pour lui expliquer mon parcours et mes douleurs. Et pour moi, ça a été une révélation de me mettre à écrire. J'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours écrit un peu. Mais d'écrire réellement sur la durée, comme ça, des pages et des pages, c'est pour moi, ça a été une vraie révélation. Et j'ai envie de continuer, j'ai envie de poursuivre
cette activité-là. Dès que je vais avoir un peu plus de temps, je vais m'y consacrer réellement. Voilà. Et j'espère l'avoir su dire à Micheline quelle était mon enfance. Le silence était si dense que je me croyais devenu sourd. C'était comme si quelqu'un avait éteint le monde. Plus d'autres sons dans mes oreilles que le sang qui battait à mes tempes. Ce silence qui m'oppressait, rompu soudain par des bruits inexpliqués, m'effrayait. Je sautais au frottement des branches agitées par le vent. Dès qu'une vache se couchait pour ruminer, j'allais m'allonger sur son ventre. Elle m'acceptait ainsi sur leurs grosses panses dont la chaleur me rassurait. Je m'y endormais même quelquefois. J'étais au bout du monde, seule, perdue, abandonnée. Aujourd'hui encore, la vue d'une vache m'attendrit et m'apaise toujours un peu.